Bonjour et bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. C'est la suite des sujets sur la baisse du franc congolais, la dépréciation du franc congolais. Vous le savez, la RDC connaît la circulation de deux monnaies. Le franc congolais circule en même temps que la monnaie américaine, le dollar américain. De ce fait, pour certains analystes et économistes, le franc congolais, la monnaie nationale, ne joue plus ses fonctions monétaires, des réserves de valeur, d'unité de compte, d'intermédiaire aux échanges. Ces fonctions sont donc exercées par une devise étrangère, en l'occurrence le dollar américain, comme monnaie de substitution à la monnaie nationale. Nous allons parler de la dualité monétaire, de comprendre entre le franc congolais et les dollars, comprendre l'origine de cette dualité, les causes, les avantages et les inconvénients de la dollarisation de l'économie congolaise et terminer par cette question, comment dédollariser l'économie nationale. Pour ce faire, je reçois deux grands éminents professeurs, le professeur Claude Soumata, il est professeur et doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion à l'Université pédagogique nationale. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur. Oui, je reçois aussi le professeur Guy Robert Silou qui est habitué de cette émission. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur Kambala. Merci. Dualité monétaire, les dollars circulent, notre monnaie nationale, le franc congolais, circule au même montant avec le franc congolais. Le franc congolais circule au même moment avec le dollar américain. Quelle est votre explication ou bien un mot par rapport à ce sujet? En fait, la circulation concomitante des deux monnaies constitue la conséquence de mesures prises, n'est-ce pas, sur le plan économique par le passé. L'économie est liée aussi aux transactions monétaires et les secteurs monétaires exercent une influence sur les secteurs réels. Et de ce point de vue, lorsqu'on prend des mesures sur le plan monétaire, ça a un impact direct sur l'économie réelle. Alors, il y a eu par exemple des mesures prises notamment en 1976, la démonétisation, n'est-ce pas, de la monnaie congolaise à l'époque. Je pense qu'on est passé au nouveau Zaïre. À l'époque, il fallait effectivement procéder au changement des signes monétaires. Ça s'est fait à la hâte. Ça a érodé la confiance des individus. Alors, et par la suite, effectivement, il y a eu l'instabilité politique, n'est-ce pas, lors de la transition politique, transition démocratique des années 90. Et les impacts sur le secteur réel étaient, comment dirais-je, tangibles. En règle générale, il y a un problème de dualité dans le sens où il y a une économie réelle, officielle qui fonctionne, et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'économie parallèle qui est assez importante, et même voir les secteurs informels. Et souvent, les échanges se font, on va dire, en espèces. Et une frange importante, en fait, des encaisses monétaires se retrouve, comment dirais-je, aux mains du public. Et l'économie officielle a du mal à capter ces ressources. Et ça pose déjà un problème. Donc, monsieur le président, vous parlez de la thésaurisation de la monnaie. Oui, la thésaurisation constitue un exercice, on va dire, récurrent au sein de l'économie congolaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dualité sur le plan monétaire constitue le prolongement de la dualité même sur le plan économique, de manière générale par rapport au secteur réel. C'est-à-dire, on est dans une économie où l'essentiel des échanges se font au niveau de l'économie parallèle. C'est ça en fait. Et le secteur informel aussi est prédominant. On le voit par rapport même à l'expression même du PIB, qui est insignifiant si on considère les échanges parallèles, voire les secteurs informels. Donc les agents économiques n'ont pas confiance en la monnaie nationale par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Donc il y a un passé et un passif qui est assez important. J'ai parlé de la démonétisation, des mesures sur le plan monétaire qui étaient un peu, on va dire, incohérentes, n'est-ce pas? Et il s'est créé un climat de méfiance. Et lorsque les agents économiques n'ont plus confiance en la monnaie nationale, mais ça crée des attitudes de défiance, voire des méfiances envers la monnaie nationale. Et le problème maintenant, c'est la restauration de la confiance, qui n'est pas un exercice facile non plus. Tout au long de cette émission, nous allons y revenir là-dessus. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, pour vous, cette dualité monétaire, ça pose un sérieux problème pour l'économie congolaise de la RDC. Oui, ça c'est sûr et certain que ça pose de sérieux problèmes. Mais la preuve en est que, tout dernièrement,
il y a un jeune homme que j'ai croisé qui m'a posé une question qui peut paraître complètement saugrenue, mais en réfléchissant, on se dit, mais c'est une question qui a eu une portée très très considérable. Ce jeune homme me posait la question de savoir si notre président de la République, Félix Tshisekedi, avait cette capacité à pouvoir agir sur le dollar. Mais effectivement, je lui ai dit que non, il n'avait aucune prérogative sur cette monnaie qui n'est pas nôtre, qui est étrangère. C'est-à-dire que là, le professeur Soumata a été plutôt très très précis. C'est-à-dire que là, nous sommes face à une forme de dédollarisation ou de dollarisation de notre économie, mais c'est une dollarisation qui est partielle. Alors que dans d'autres pays, comme le Panama, on est dans une situation de dollarisation intégrale ou complète. C'est-à-dire que nous, dans notre situation, nous avons deux monnaies qui circulent simultanément et de manière concomitante. En violation même de la loi. En violation de la loi, parce que la Constitution... Même de la Constitution. Oui. La Constitution stipule que seul le franc congolais a cours légal oui. En République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de complicité de la part, consciente ou inconsciente, de la part de nos gouvernants. Le professeur Soumata a été précis là-dessus. Ça remonte déjà à l'époque de la zaïrinisation, c'est-à-dire qu'il y a eu le Zaïre, et derrière, il y a eu quoi, ce phénomène d'hyperinflation. Je vous rappelle que dans les années 90-94, l'inflation avait atteint quand même 10 000%. Le taux d'inflation était à 10 000%. Et donc c'est pour dire qu'à un certain moment, le gouvernement a été mis devant un fait accompli, c'est-à-dire que le peuple congolais, face à cette situation, était obligé d'opter pour une monnaie qui allait lui permettre au moins de garantir son pouvoir d'achat d'une part, et d'autre part, de préserver ses actifs financiers. D'où le fait qu'on ait parlé tout à l'heure de la thésaurisation. Que veut dire thésaurisation ? Mais c'est le contraire de l'épargne. Lorsqu'on épargne, c'est dans des institutions financières, légales, alors que lorsqu'on thésaurise, on garde l'argent chez soi. Et pourquoi garde-t-on l'argent chez soi? Tout simplement parce qu'on a peur que dans les minutes qui vont suivre, de garder le franc congolais qui se déprécie attire l'arigot. Et donc là, on se rend bien compte que c'est un sujet qui est très important. Et moi, j'ai le plaisir de partager le plateau avec le doyen Soumata, pour que nous puissions apporter les éclaircissements qui s'imposent. Merci beaucoup. Bon, en fait, on parle maintenant des origines de la dualité monétaire en RDC. On prend le premier point, l'instabilité politique dans les années 90. Comment expliquez-vous cela? En fait, c'est la transition politique qui ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Ça a créé un désordre sur le plan politique. Et de ce point de vue, il y a eu des répercussions sur le plan économique. Il y a eu l'hyperinflation dans les années 90, notamment en 1994. N'est-ce pas? Et ça a en fait déstabilisé les institutions, si on peut dire, et surtout la logique des agents économiques. Et la confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était plus de mise. Donc les agents font des anticipations qui sont désormais pessimistes. Et la monnaie en soi, c'est l'attribut, si vous voulez, ou la santé, enfin, ça reflète la santé économique du pays. Et c'est un moyen à la portée des individus. Et les agents peuvent être amenés à rejeter la monnaie, c'est peut-être une dollarisation. Ben oui, c'est par rapport à la confiance. Donc on peut parler que notre économie a commencé à souffrir déjà vers ces années-là. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un processus un peu graduel, mais bon, ça s'est mis en place progressivement parce qu'au départ, les gens utilisaient le dollar pour le loyer et ça s'arrêtait là. Les ventes au niveau des véhicules, en l'occurrence, et puis surtout les transactions au niveau du secteur minier aussi en dollars, mais c'était plus ou moins limité. Et par la suite, ça s'est généralisé du fait d'un climat d'incertitude qui s'est installé, notamment dans la décennie 90. Il y a deux facteurs majeurs dont j'ai parlé, à la fois la transition démocratique et qui a généré aussi des effets néfastes sur le plan économique avec l'hyperinflation. L'hyperinflation qui a entraîné la stagnation de l'économie par rapport à une croissance qui était négative. Et puis évidemment, il y a des effets liés à l'inflation qui était galopante. Inflation, hyperinflation. Il y a aussi, de ce point de vue, dépréciation de la monnaie, parce qu'il y a une tendance à l'hyperinflation qui accélère aussi l'hyperdépréciation de la monnaie. Donc il y a eu ce mouvement qui s'est opéré
Et par la suite, les agents sont dans une logique de pessimisme avancé. C'est-à-dire, ils font des anticipations qui sont défavorables. C'est ça la réalité. Et la monnaie, justement, a perdu ses fonctions essentielles, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein. Moyen des paiements, bien entendu, réserve des valeurs et talon aussi unité de compte. Hein. Donc ça fait que les agents, en fait, prédisent la dépréciation de la monnaie, hein, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, on voit bien que les mesures qui peuvent être prises ont du mal à inverser la tendance. Hein. Merci. Monsieur le professeur Guy Robert, il y a aussi cet élément, c'est la déstructuration des infrastructures économiques qui a provoqué aussi cette dualité monétaire. Oui, c'est-à-dire que pour compléter ce que disait le professeur Soumata, les agents économiques n'aiment pas les incertitudes. Or, il s'avère que le microcosme politique n'était pas en mesure d'accorder une forme de sérénité aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Et restons davantage sur les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que cette instabilité politique va engendrer une forme de méfiance, et d'où le retrait des capitaux étrangers. Et donc derrière, il y a eu cette instabilité politique, cette transition démocratique, pour ne pas dire cette transition politique qui ne s'est pas déroulée dans des bonnes conditions, et il y a eu aussi le phénomène de guerre, et qui engendra le fait qu'il y ait un déficit budgétaire qui deviendrait relativement abyssal pour soutenir cet effort de guerre. Donc on se rend bien compte, instabilité politique, la guerre, et donc derrière les infrastructures économiques sont en déliquescence, et tout cela va engendrer un marasme avec, conjugué à l'hyperinflation, la monnaie qui se déprécie fortement à cause de cette hyperinflation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un taux de plus de 10 000%, c'est considérable. Et là, la solution qui s'est imposée de fait, il ne s'agit pas de quelque chose qui a été pensé, mais sauf que, on l'a précisé tout à l'heure, vous avez en face de vous des agents économiques qui sont rationnels et calculateurs. Donc ils vont chercher quoi? À optimiser leurs ressources. Et par voie de conséquence, une devise étrangère comme le dollar paraissait être la solution. Donc ils se sont protégés. Mais exactement, les gens se sentent protégés. Parce que là derrière, on avait compris tout de suite dans l'introduction qui a été faite par le professeur Soumata que nous avons d'une part la sphère réelle, l'économie réelle. Et cette économie réelle, aujourd'hui, on se rend bien compte, elle est complètement en dissonance avec la sphère financière monétaire. C'est-à-dire qu'il y a une forme, comme on le dit en économie, une dichotomie, une séparation radicale. Et donc, lorsque la monnaie se déprécie, ça a des incidences sur la sphère réelle. Et donc, cette concomitance entre les deux sphères n'existant plus, l'agent rationnel qu'est le peuple congolais était obligé de choisir, d'opter pour une monnaie qui pouvait lui garantir ses lendemains. D'où cette dualité qui est présente maintenant dans notre pays. Merci beaucoup. Abordons là cette question. Comment se manifeste et s'analyse la dollarisation d'une économie, monsieur le professeur Claude Soumata? La dollarisation, elle est faite des agents, on va dire des consommateurs, n'est-ce pas, par rapport à leur façon d'agir. D'abord, quelles sont leurs préférences, n'est-ce pas, par rapport à une monnaie. Et c'est effectivement une attitude rationnelle des agents économiques. Hein. Alors, on parle souvent de la loi de Gresham, n'est-ce pas? La mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais en réalité, en situation d'hyperinflation, c'est l'anti-loi de Gresham qui s'opère. C'est la bonne monnaie qui chasse la mauvaise, hein. C'est-à-dire le dollar qui s'impose. Hein. Parce que face à une monnaie qui se déprécie au jour le jour, sur le marché, les agents sont rationnels. Hein. Vous préférez une monnaie qui garde sa valeur, n'est-ce pas? Et la manifestation tangible, c'est dans le moyen de paiement. Quoiqu'on peut aussi raisonner par rapport à la monnaie nationale, mais au taux du jour, n'est-ce pas? Alors, ça pose de sérieux problèmes. Et un des facteurs, là aussi, l'État aussi intervient dans la dollarisation. Pourquoi l'État aussi permet de fixer, n'est-ce pas, des recettes hein, qui peuvent être aussi, on va dire, fixées en dollars, par exemple en termes d'impôts ou des taxes, n'est-ce pas? Alors que là, ça pose un sérieux problème aussi. Généralisation, parce que les agents économiques sont rationnels et essayent de se rattacher à ce qu'on appelle aux valeurs refuges.
Et la monnaie, le dollar en l'occurrence, constitue un moyen commode justement pour préserver la valeur, n'est-ce pas, de biens sur les marchés. Parce qu'il y a détérioration des prix et des prix relatifs en situation d'hyperinflation. Et l'État intervient aussi quelque part parce que si on regarde l'origine de l'hyperinflation, de la dollarisation, l'État aussi intervient du fait de sa politique de financement des déficits budgétaires, financement monétaire, j'entends bien, n'est-ce pas? Lorsqu'on utilise la planche à billets à outrance, ça a des effets pervers, hein. Parce qu'on est dans une économie dollarisée où les besoins en devises et en dollars sont énormes. Et si la monnaie nationale est pléthorique sur le marché d'échange, ça crée justement une dépréciation de la monnaie, ce qui est une loi évidente en économie. Merci. Il y a aussi la substitution des actifs financiers, M. le professeur Guy Robert Silou, qui pose un sérieux problème dans la dollarisation de l'économie. C'est ce que disait le professeur Soumata. C'est-à-dire que cette dollarisation peut être analysée à deux niveaux. Il y a le niveau de la substitution des actifs financiers. Et là, on retrouve dans les fonctions économiques de la monnaie, hein, qui sont dans trois axes, vous avez ce qu'on appelle l'unité de compte, l'unité d'échange et l'unité de réserve de valeur. Lorsqu'on est sur la substitution des actifs financiers, on va se fonder sur l'unité de réserve de valeur. Le dollar est une monnaie refuge, on vient de le dire. Et par voie de conséquence, en tant qu'agent économique rationnel, je vais préférer le dollar au franc congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'épargne ou même de la thésaurisation. On peut prendre les deux, puisqu'on se rend bien compte que la bancarisation en République démocratique du Congo, la bancarisation est à revoir et à parfaire. D'accord? Et donc les gens ont tendance plus à thésauriser. Mais si je thésaurise le dollar, je garantis sa valeur initiale sur le court, moyen et long terme. En revanche, ce n'est pas garanti avec le franc congolais. Et donc là, on connaît cette substitution des actifs financiers. Deuxième analyse, ça se ferait sur la substitution monétaire. C'est-à-dire que là, on sera sur les deux autres fonctions, c'est-à-dire l'unité de compte et l'unité d'échange. Aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsque on est dans des échanges marchands, on va davantage utiliser le dollar. On l'a dit tout à l'heure, il y a des impôts qui se fixent en dollars. Il y a plusieurs choses qui se fixent en dollars, contrairement, comme on l'avait évoqué sans pouvoir se répéter, contrairement à notre constitution, contrairement à la loi existante en République démocratique du Congo. Mais là, sauf qu'on est en phase d'une rationalisation des comportements des agents rationnels que sont les agents économiques. Donc cette situation, ça pose un réel, des situations dangereuses par rapport à l'économie congolaise qui est fortement... Donc vous avez dit, l'économie, la dollarisation s'est installée. Monsieur le professeur. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle d'abord le droit de seigneuriage, c'est-à-dire le droit par exemple de battre monnaie et des retombées positives qu'on peut en tirer. Et d'une certaine manière, n'est-ce pas, n'est plus en vigueur lorsqu'il y a une forte dollarisation, parce que l'État n'arrive pas, l'émission monétaire s'est faite en francs congolais, n'est-ce pas, et ça pose des problèmes parce que l'État n'est pas en mesure de contrôler la masse monétaire en dollars, qui est effectivement en dehors des instances, et les besoins sont énormes. Alors il faudra effectivement inverser la tendance, mais en même temps, la dédollarisation ne se décrète pas. Il faut prendre des mesures. On peut prendre des mesures, oui, disons, mais parce que les agents économiques doivent intérioriser ces mesures. Et la monnaie doit s'apprécier, d'abord pour que la confiance puisse être restaurée. C'est ça, quand il y a des comportements qui sont liés au manque de confiance, et ça renvoie à la défiance, à la méfiance. Maintenant, la restauration de la confiance n'est pas aussi immédiate, parce qu'il faut une construction sociale qui doit s'opérer. Donc c'est un peu ça la réalité. Quand le professeur Claude Soumata parle de la confiance, comment il faut arriver à pousser la population, l'agent économique, à faire confiance à la monnaie nationale? Oui, Monsieur le professeur Guy Robert Silou. Excusez-moi de revenir un peu sur ce que disait M. Soumata, avant de revenir sur le peuple congolais qui devait faire confiance à la monnaie nationale. Les choses ne se décrètent pas en ce sens.
je pense que nous avons suffisamment insisté sur la rationalité des agents économiques. Et la confiance ne peut pas se décréter. Aujourd'hui, le gouvernement actuel n'a pas le monopole de la confiance. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas décréter cette confiance. Je vais revenir sur ce que disait par exemple mon cher collègue. C'est-à-dire que aujourd'hui, la dollarisation, elle est ancrée dans notre économie. Il vient de parler du droit de seigneuriage. Savez-vous ce que ça veut dire? Admettons un billet de 10 $. Pour le fabriquer, c'est l'État états-unien qui le fabrique. Mais pour fabriquer ce billet de 10 $, ça a coûté, allez, 10 cents. Et donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que vous puissiez faire une petite soustraction basique, 10 moins 10 cents. Ça veut dire combien, ou ça donne combien? 9,90 $. Mais les 9,90 $ reviennent à qui? À l'État américain. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Congolais a un billet de 10 $, il doit se dire que je suis en train d'utiliser un billet qui ne nous appartient pas et donc je suis en train d'enrichir les États-Unis. Je suis en train de soutenir l'économie américaine. C'est ça le droit de seigneuriage. Et donc on se rend bien compte que notre banque centrale congolaise n'a plus le monopole de sa politique monétaire. Ce qui lui revient de droit, puisque n'oublions pas que les banques centrales sont devenues, depuis les années 90, indépendantes, afin de mener à bon port les politiques qui s'imposent. Or, il s'avère que dans cette situation-là, le Congo est complètement perdant. Et donc, ce droit de seigneuriage, il faudrait bien qu'on puisse le retrouver, pour ne pas dire le recouvrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été évoqué, lorsque aujourd'hui nous sommes dans cette situation de dollarisation de notre économie, c'est-à-dire la banque centrale qui est le prêteur en dernier recours, n'exerce plus cette fonction. Et c'est là où on se rend bien compte que nos économies, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le triangle de Robert Mundell, ça pose problème. C'est-à-dire dans cette situation de la libre circulation des capitaux, le franc congolais, qui est inconvertible en dehors de nos frontières, n'existe quasiment pas. Une monnaie locale. C'est une monnaie nationale, pour ne pas dire locale. Et d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, dans certaines régions limitrophes d'autres pays frontaliers, le franc congolais n'est pas du tout utilisé. Les gens utilisent d'autres monnaies. Donc on se rend bien compte qu'on est dans une situation, comme vous l'avez dit, vous l'avez posé dans votre question, une situation économique, pour ne pas dire monétaire, qui devient dangereuse. Il faudrait peut-être qu'on arrive à y pallier. Mais ce n'est pas en le disant comme cela que les choses vont changer du jour au lendemain. Donc, conséquence, excusez-moi, monsieur le professeur, il faut que le franc congolais s'apprécie sur le marché d'échange, pour qu'il y ait confiance. Mais pour que le franc congolais puisse s'apprécier sur le marché de change, il y a les déterminants de ce qu'on appelle le marché de change. Il y a des déterminants. Mais entre autres, on serait sur des bases macroéconomiques. On a parlé de déficit budgétaire. Il faudrait qu'on regarde la balance des transactions courantes. Notre balance commerciale, comment est-elle? Il faudrait qu'on regarde le taux de chômage. Il faudrait qu'on regarde le niveau de l'inflation. Tout cela comporte des éléments nécessaires pour expliquer l'évolution d'une monnaie, c'est-à-dire dans son appréciation ou sa dépréciation. Monsieur le professeur Claude Soumata, parlons un peu des avantages et des inconvénients de la dollarisation de notre économie. Commençons avec les avantages. Est-ce qu'il y a des avantages à tirer? Oui, il y a des avantages. Parce que lorsqu'il y a dollarisation, lorsque surtout on utilise effectivement une monnaie étrangère par rapport aux transactions, ça permet, parce qu'en situation par exemple de marasme économique, d'hyperinflation, il y a ce qu'on appelle incohérence des prix relatifs. Par exemple, l'image qui me vient souvent à l'esprit, c'est lors de l'hyperinflation allemande. Il fallait une brouette remplie de billets de banque pour acheter une boîte d'allumettes. Voyez-vous? Donc, on va dire les choses banales, n'est-ce pas, ont un prix trop élevé, n'est-ce pas? Et on n'arrive pas à maintenir un système de prix qui soit cohérent. Mais avec la dollarisation, on peut avoir quand même un système qui se maintient dans le temps. Et ce point de vue, c'est un des avantages, si on peut dire. Mais
Oui. Ah oui, je vais compléter, s'il vous plaît, ce que vient de dire le professeur Soumata. On est sur ce qu'on appelle l'écoute de transaction, développée par un certain Ronald Coase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez nos francs congolais, le professeur faisait allusion à la crise allemande, c'est-à-dire pour acheter un pain, il fallait se déplacer avec, j'exagère, hein, avec une brouette remplie de billets de banque. Et là, vous avez quand même des coûts de transport. Et ces billets de banque, vous voyez bien, quand vous avez aujourd'hui $1, il faudrait avoir quoi 24 000, pour ne pas dire 2500 francs congolais. 2500, ça fait beaucoup de billets, surtout si vous avez des billets de 500, pour arriver à 2500, il faudrait en avoir un bon paquet. Donc pour stocker cette masse d'argent, s'il faut le dire ainsi, ben, il faudrait bien que ça puisse avoir un coût. Vous ne les stockez pas n'importe où, donc cela constitue encore des coûts de production. Donc on se rend bien compte qu'avec ce système de dollarisation, ça permet de résoudre ce problème de coût de transaction. Il y a des avantages, monsieur le professeur, que la RDC adopte la position du Panama, qui applique... ça c'est un problème des souverainetés. Hein. C'est un problème des souverainetés parce que la monnaie, c'est aussi l'attribut de la souveraineté nationale. Hein. Bon, ça, je ne pense pas qu'on ira vers, on va dire, cet état des choses. Hein. Mais c'est ce qui est sûr par rapport à la dollarisation. Il faudra effectivement qu'on puisse inverser la tendance, parce que la dépréciation de la monnaie nationale, elle est faite du marché par rapport à l'offre et à la demande des devises. Et les gens souvent parlent de produire davantage. On produit, mais on produit pour quel marché? La production nationale, on a vu avec la production minière, le cuivre, entre autres, n'est-ce pas? On a une économie extravertie. Et la production, même si elle augmente, les recettes augmentent d'une certaine manière, mais c'est destiné souvent à un marché étranger. C'est qu'il faudra produire, et il faudra produire pour le marché national, diversifier l'économie nationale. Parce que lorsqu'on regarde la balance commerciale, et mon collègue en a parlé, hein, la balance commerciale qui concerne les exportations et les importations, n'est-ce pas? On se rend compte que les importations prédominent d'une certaine manière et elle est souvent déficitaire. Et pour qu'il y ait création monétaire, il faudra que la balance commerciale soit excédentaire, de ce point de vue. Hein. Donc il faudra diversifier l'économie, on l'a dit depuis tout le temps, n'est-ce pas? Mais bon, c'est un débat qui est toujours d'actualité. Promouvoir l'agriculture, n'est-ce pas? Aller dans les centres des services, le tourisme et aujourd'hui l'exploitation forestière, le crédit carbone. Donc et comment industrialiser l'économie. Donc ce sont des pistes à explorer pour que l'économie ne soit pas si dépendante de ce qu'on appelle des industries extractives et qu'on puisse effectivement avoir une croissance qui soit plus ou moins partagée par la suite, qu'il soit plus inclusive que celle qu'on a aujourd'hui et qui est tirée par ces industries qui sont à haute intensité capitalistique, qui ne créent pas assez d'emplois. N'est-ce pas, au finish? C'est ça la réalité, inverser la tendance et produire davantage, avoir des réserves d'échange qui soient conséquentes par rapport à la demande interne, n'est-ce pas, qui ne soient pas limitées. Et il y a aussi on va des dispositions qui prévoient la conservation de ces réserves pour garantir aussi ou soutenir la valeur de la monnaie par rapport à, si vous permettez, des injonctions qui peuvent être le fait des institutions de Bretton Woods. Alors, de ce point de vue, il faudrait inverser la tendance et donner une marge de manœuvre qui soit un peu plus importante sur le marché des champs. Parce que lorsqu'on parle de la dépréciation de la monnaie, ce n'est pas du fait d'une décision qui soit coercitive. C'est le marché qui exerce ses droits par rapport à l'offre et à la demande, hein, contrairement à une dévaluation qui serait le fait du souverain, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est souvent des mesures qui se prennent au niveau du marché. On peut influencer le marché d'une certaine manière, mais le dernier mot n'appartient pas aux autorités politiques ou gouvernementales. Merci. Monsieur le professeur Guy Robert Silo, au niveau international, c'est les dollars qui est la monnaie des transactions. Ce n'est pas l'accord de cours pour nous avec nos économies faibles ici. Mais ça, c'est une réalité qui est là. C'est-à-dire que je veux bien qu'on puisse se lancer dans des élucubrations d'ordre cognitif de toutes sortes, mais ça n'aboutira à rien. Ça, c'est une réalité qui devient
quasiment incontestable. Maintenant, c'est à nous, en tant que pays en développement, pour ne pas dire même pays moins avancés, de trouver des solutions pour essayer de contourner cette suprématie du dollar. C'est ce que sont en train de tenter de faire les pays du BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, et on rajoute l'Afrique du Sud. D'accord. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une réunion qui est là, prévue le 22 jusqu'au 24 août, pour essayer justement d'apporter des solutions, de trouver une monnaie qui ne se fonderait pas que sur le dollar, c'est-à-dire qu'une monnaie qui va s'appuyer soit sur un fondement beaucoup plus matériel, comme on l'avait pensé pendant le débat qu'il y avait entre le représentant américain White et John Maynard Keynes pendant les accords de Bretton Woods. Il y a eu une discussion et John Maynard Keynes parlait en termes de bon corps, c'est-à-dire une monnaie qui devait s'appuyer soit sur de l'or. Or, aujourd'hui, le dollar ne s'appuie sur rien. D'accord? Et on se rend bien compte que grâce à la suprématie de l'économie américaine, grâce à la suprématie de la puissance politique militaire des États-Unis, ce pays a réussi à imposer sa monnaie. Donc c'est à nous, comme le disait tout à l'heure le doyen Soumata, que nous, Congolais, nous puissions vraiment nous mettre à l'œuvre, pour ne pas dire à l'ouvrage, pour essayer de faire de notre économie quelque chose de solide. Ce n'est pas en professant monts et merveilles, à tire-larigot, en tenant des discours politiques à U et à Dia, qu'on va renverser la table. Il faudrait bien qu'on se mette au boulot, au taf, c'est-à-dire produire. Mais produire, il a dit, je ne vais pas le répéter, en diversifiant notre économie. Les innovations, il faudrait bien que les innovations puissent être là. Une innovation, l'application économique et commerciale d'une invention. Où sont nos chercheurs? Et là, on va parler par exemple de la croissance endogène. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait la recherche et le développement, il faudrait qu'il y ait la réalisation des infrastructures et il faudrait qu'il y ait aussi la formation du capital humain. Notre système d'enseignement, qu'en est-il aujourd'hui? C'est bien de parler de la gratuité de l'enseignement, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment peut-on pousser tout cela pour que le Congolais puisse prendre conscience de la réalité et comprendre que une monnaie se fonde sur une base matérielle. Et cette base matérielle, c'est dans la sphère économique. Après, le reste, c'est de la spéculation. Mais sauf que cette spéculation ne concerne que très peu le franc congolais, parce que le franc congolais, comme on l'avait dit, est un convertible hors de nos frontières. Donc ce n'est pas de la spéculation que provient, si vous voulez, notre malheur. C'est plutôt nous sommes notre propre fléau. On s'est tiré une balle dans le pied, il faudrait peut-être qu'on puisse rectifier le tir. Mais il fallait le stopper déjà vers les années 90. Il n'est jamais trop tard, comme on le dit. On peut commencer aujourd'hui, c'est un processus qu'il faut entamer. D'un côté, il y a des avantages, de l'autre côté, il y a des inconvénients, monsieur le professeur Claude Soumata. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients, on les a relevés par rapport, par exemple, au seigneuriage. Le droit de battre monnaie qui procure une certaine marge de manœuvre au gouvernement. Les bienfaits liés à la politique monétaire, c'est ça. Parce que on est dans une économie où l'émission monétaire s'est faite en monnaie nationale, mais par exemple, il y a une préférence pour le dollar, où les agents économiques épargnent en dollars pour l'essentiel, et où les agents économiques, n'est-ce pas, disposent des prêts en dollars. Donc ça pose un problème. Moi, je pense que, de ce point de vue, ce qu'il faudra, c'est inverser la tendance et avoir un programme où on met en place un dispositif sur le plan monétaire qui assure, n'est-ce pas, la restauration de la crédibilité de la monnaie nationale, n'est-ce pas? Donc, il faut aller dans ce sens. Et les bases, c'est, en fait, on va dire, une sorte d'osmose entre le secteur réel et la sphère monétaire. Comment assurer effectivement une politique monétaire qui puisse permettre le financement, par exemple, des entreprises, et notamment des entreprises locales.
puisqu'il y ait des retombées par rapport à une croissance qui sera partagée, qui soit endogène, tirée par le marché intérieur, pas seulement le fait d'une économie qui est extravertie, qui tend à exploiter les matières premières au profit justement de l'étranger. Donc ça renvoie à ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la diversification de l'économie, n'est-ce pas? Et la restauration de la confiance, moi je pense qu'elle se fera d'elle-même. Parce que les gens auront confiance à la monnaie nationale. Le franc congolais va s'apprécier sur le marché d'échange. Absolument. Voilà, c'est le fait du marché, ce n'est pas le fait des politiques. Évidemment, les politiques peuvent avoir aussi, on va dire, des pistes de solutions pour aider les marchés, n'est-ce pas, à se comporter d'une certaine manière. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait assez de réserves d'échange, par exemple, n'est-ce pas, qu'on arrive à, n'est-ce pas, emmagasiner des réserves, à mobiliser des réserves d'échange qui soient importantes. Par rapport à une demande qui est importante sur le marché en termes de dollars, il faut qu'on arrive n'est-ce pas, à mettre à la disposition des agents économiques des ressources suffisantes en dollars. Et ce n'est pas des interventions ponctuelles par adjudication, n'est-ce pas, des dollars sur le marché qui vont... Ça, ce sont des mesures ponctuelles. Mais n'est-ce pas, il faut qu'on ait une vision à moyen et à long terme qui puisse assurer justement le maintien d'un matelas de devises qui soit important sur le marché. C'est un peu ça. Ouais, merci. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, à ces stades où le franc congolais est dominé par les dollars américains, est-ce qu'on peut s'hasarder à battre la monnaie nationale? On peut toujours se le permettre. Mais sauf que je pense que la situation serait encore beaucoup plus catastrophique. On a parlé tout à l'heure d'une évolution de la masse monétaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de battre monnaie, pour ne pas dire utiliser la planche à billets, c'est favoriser encore l'inflation. C'est l'augmentation d'une masse monétaire qui ne serait pas en adéquation avec notre niveau de production et de productivité, ce qui risque de nous jouer des sales tours. C'est-à-dire que le doyen, professeur Soumata, a été très précis. Aujourd'hui, c'est la loi de l'offre et de la demande sur ce marché-là qui détermine la valeur d'une monnaie. Ce n'est pas en procédant par ce type de bricolage qu'on va y arriver. Il faudrait peut-être qu'on reste dans les canons, si vous voulez, de l'économie. Et là, on est sur la science en elle-même, pas sur la sphère politique qui voudrait que les choses soient autrement. Non, il faudrait vraiment qu'on puisse essayer de respecter la science pour que nous puissions arriver à nos fins. Monsieur le professeur Claude Soumata, comment dédollariser notre économie? Le gouvernement dernièrement a pris une série de mesures, notamment les paiements des impôts, taxes en francs congolais. Et ce sont des bonnes mesures. Bon, on peut le faire, sauf que les agents économiques sont payés en monnaie nationale. C'est ça le problème. Quand vous imposez des impôts, des taxes qui doivent être payés en devises et en dollars en l'occurrence, ça crée un déséquilibre par rapport à leurs ressources, à la gestion même de leurs ressources, parce que évidemment il faut raisonner en termes réels. C'est ça aussi, face aux revenus qui sont nominaux, qui se déprécient aussi au cours du temps par rapport à une inflation qui peut être plus ou moins galopante, et surtout par rapport à leurs besoins, vu qu'ils utilisent souvent les dollars, n'est-ce pas? Alors ça pose un problème par rapport à leurs ressources, n'est-ce pas, qui évoluent à la baisse, et qu'il faut y aller peut-être progressivement. Il y a un problème aussi dans ces pays, on parle souvent de la tension salariale, les écarts des salaires qui sont vraiment prédominants, n'est-ce pas, au niveau... C'est 1 à 10, oui, la tension salariale. Alors là maintenant, le gain de petit ne se retrouve pas lorsqu'il y a une inflation qui est galopante, lorsqu'il y a dépréciation de la monnaie. Je pense qu'il faudra aussi agir de ce point de vue, comment relever les salaires, les bas salaires en l'occurrence, pour que la tension salariale soit réduite. Moi je pense qu'à terme, il faudra renforcer l'économie congolaise, c'est-à-dire sa résilience par rapport aux chocs aussi, c'est aussi un aspect dont on n'a pas parlé. Les chocs qui peuvent être exogènes, voire la guerre à l'Est, qui mobilise autant de ressources, mais aussi par rapport à une conjoncture qui peut être défavorable, n'est-ce pas, une baisse des prix des matières premières. Alors avoir des réserves qui soient importantes, qui permettent à l'économie justement de faire face à ce genre de défis. Donc moi je pense qu'il y aura
il y a un effort à faire pour comment renforcer aussi les investissements. N'est-ce pas? Parce que si on regarde le budget, les dépenses de fonctionnement sont énormes. Voilà, alors. Et or, on va se développer par rapport à l'investissement. Comment renforcer les taux d'investissement? Le professeur a parlé des infrastructures. Vous allez dans certains coins de la RDC où les infrastructures sont inexistantes, les infrastructures de transport en l'occurrence, et certains coins de la République sont effectivement coupés des centres. Alors donc, ça pose des problèmes en fait. Mais il faut voir le problème de manière globale. Hein. Il ne faut pas considérer seulement le marché monétaire, le marché d'échange en l'occurrence, mais prendre le problème à bras le corps de façon à avoir des solutions, pas seulement à court terme, mais lorsqu'il y a un problème sur des dépréciations, c'est un problème continu. Et moi, j'ai étudié ce problème depuis des années, hein, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, la dépréciation de la monnaie congolaise. Et même dans les années 60, les soubresauts liés à la décolonisation, à l'indépendance, ont fait qu'il y a eu quand même un marché parallèle qui s'est créé. Et de ce point de vue, il y a eu aussi des tentatives justement de dollarisation, si je puis dire, n'est-ce pas? Donc il faut voir le problème et envisager des solutions à court terme, bien entendu, puisque, bon, évidemment, la mesure immédiate, c'est de vendre des dollars par adjudication sur le marché pour inverser un peu la tendance. Mais à terme, il faudra diversifier l'économie et avoir des réserves qui soient importantes. Hein. Et ça passe par la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion de l'agriculture, entre autres, hein, des mesures à moyen voire à long terme. Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire de ce point de vue. Merci. Il y a aussi au niveau de l'EPST, enseignement primaire et secondaire, le ministre a demandé aux écoles de faire payer les frais scolaires, monsieur le professeur Guy Robert Silou, en francs congolais. Mais on va les payer par rapport au taux officiel de la Banque centrale, ou au taux parallèle. Oui, là c'est toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est toujours dans cette lutte de dédollariser l'économie. Mais exactement. C'est-à-dire que c'est toujours dans cette vocation de vouloir renverser, si vous voulez, la tendance. Mais à un certain moment, il faudrait que nous puissions réfléchir sur les arbitrages qui sont faits. S'agit-il aujourd'hui, je vais répondre de manière globale, comme le disait tout à l'heure le professeur Soumata, là c'est de la connaissance complexe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de vouloir résoudre à tout prix le problème de l'inflation. Je pense qu'on est au niveau aussi communicationnel. Aujourd'hui, lorsqu'on est en face de la Banque Centrale Européenne, la BCE, on sait très bien que la Banque Centrale Européenne a une seule mission au prime abord, c'est la lutte contre l'inflation. Ça, c'est la mission de la Banque Centrale, lutter contre l'inflation. Et pour cela, on a fixé un taux à ne pas dépasser. En temps normal, le taux d'inflation ne doit pas dépasser 2%. Or, il s'avère que, par exemple, la Fed a deux missions, c'est-à-dire lutter contre l'inflation et voire aussi lutter contre le chômage. Et donc, selon la conjoncture, la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, joue sur les deux tableaux. Nous, maintenant, ici, quelle est notre politique à mener? C'est-à-dire que là, il faudrait que nous puissions avoir des vrais projets. Il faudrait qu'on arrive vraiment à anticiper sur des choses, pas agir par à-coup. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est une impression qui peut être fausse, que là, on est en train de vouloir résoudre un problème mordicus sans tenir compte justement des enjeux derrière. Quitte à dire au peuple congolais, aujourd'hui, nous voulons lutter contre l'inflation, bien sûr, ça va faire des dégâts. L'exemple, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, la Banque centrale ait augmenté son taux directeur en passant de 11, le taux est passé de 11% à 25%, pour moi, je considère que ce taux directeur qui fait ce bond spectaculaire, quelque part, c'est tuer la croissance. À moins que le taux directeur ne puisse pas avoir des incidences sur l'économie réelle en République démocratique du Congo, mais pour moi, c'est une décision qui est prise à la va-vite. Ça peut lutter contre l'inflation dans une certaine mesure, mais sauf que ça risque de tuer les investissements, puisque vous savez très bien que le taux directeur se répercute au niveau des banques de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales, mais sauf que les banques commerciales ne vont pas accorder des crédits aux investisseurs à hauteur de 25%, puisque ces banques commerciales doivent faire du profit, donc ça peut passer à 28%, voire 30%. D'accord? Qui est cet agent économique qui est prêt à aller s'endetter à hauteur d'un loyer de l'argent qui est à 30%? Ce n'est pas possible.
C'est-à-dire que soit on communique en disant, voilà, mordicus, on veut lutter contre l'inflation, et pour cela, on augmente le taux directeur. Ça, c'est la mission qui est réservée à la Banque centrale, tant mieux, mais sauf que ça risque d'avoir un impact sur la sphère réelle de l'économie, c'est-à-dire la production, les investissements et autres. Comment rendre la monnaie congolaise attractive, monsieur le professeur Claude Soumata? C'est le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la crédibilité de la monnaie, n'est-ce pas? La monnaie doit être attractive, oui, parce que la monnaie reflète la santé même de l'économie. Donc ça renvoie à une prise en compte des faits ou des fléaux qui effectivement affectent l'économie congolaise. Une économie où les échanges parallèles prédominent, n'est-ce pas? Une économie où le secteur informel est prédominant. Ça renvoie même à la dualité monétaire dont on a parlé, et la dualité monétaire qui renvoie même à la dualité économique. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a des efforts à faire, n'est-ce pas? Si on regarde l'assiette fiscale aujourd'hui, elle est assez faible. Hein? Comment créer des entreprises, assurer la promotion justement des PME, PMI qui puissent effectivement contribuer au développement économique. Hein. J'ai parlé d'une croissance qui n'est pas partagée, une croissance qui n'est pas inclusive, une croissance qui n'est pas résiliente. C'est qu'il faudra que la croissance soit assise sur des bases qui soient solides, pas seulement liées aux industries extractives ou peut-être aux télécommunications ou au commerce d'une certaine manière, mais qui puissent concerner les secteurs industriels, par exemple, tirés par l'industrie, et pourquoi pas les services. Ça renvoie à un effort de diversification de l'économie qui doit être, n'est-ce pas, soutenu. Et de ce point de vue, on a encore du chemin à faire. Merci. Monsieur le professeur Guy Robert Selou, vous, comment faire pour rendre la monnaie congolaise attractive? Oui, mais je pense que mon cher collègue a tout résumé. Soyons pragmatiques. Il y a un sociologue français qui est décédé il n'y a pas longtemps, centenaire, Edgar Morin, qui parle en termes de connaissances complexes. C'est-à-dire que rendre cette monnaie congolaise viable, fiable, il faudrait bien que nous puissions prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions résoudre notre problème d'instabilité politique qui continue quand même à perdurer. Les élections prochaines prévues sont-elles plausibles, possibles à réaliser? Il y a encore des points d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a des camps politiques qui ne sont pas encore partants. Il y a une incertitude. D'accord? Or, les marchés n'aiment pas les incertitudes. Il y a la guerre à l'Est. Voici encore d'autres nœuds, pour ne pas dire d'autres nuages qui sont là, sur nos têtes. Notre économie, elle est exsangue. On a parlé de la balance des transactions courantes. Beaucoup plus d'importation que d'exportation. Et donc, quelque part, ça n'inspire pas confiance. Le taux de chômage, à quel niveau est-il en RDC? Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner de manière parcellaire, en se disant, ou de manière émiettée, en pensant seulement à la dépréciation de la monnaie congolaise. La vraie question, pourquoi cette monnaie se déprécie-t-elle? On parle de confiance, oui, mais cette confiance, elle doit s'appuyer sur une base matérielle. Et cette base matérielle, c'est notre économie dans notre ensemble. Et je n'ai pas fait allusion à nos finances publiques. Dans quel état sont-elles, nos finances publiques? C'est toutes ces questions-là. On a parlé de l'économie informelle. La corruption bat son plein dans notre pays. Quel est cet investisseur qui serait prêt à venir investir en RDC tout en sachant que la corruption, l'économie informelle souterraine a droit de citer dans notre pays, avec une partie qui est très très prépondérante. Voilà pourquoi je disais, là c'est de la connaissance complexe, il ne s'agit pas d'isoler le problème, il faudrait le prendre dans son ensemble. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. En quelques secondes, votre mot de conclusion, monsieur le professeur Claude Soumata. Par rapport d'abord à la dollarisation, moi je pense qu'il faudra circonscrire le problème par des mesures à court terme, à moyen et à long terme. Et de ce point de vue, on va dire que la dédollarisation ne se décrète pas.
il y a ce qu'on appelle effet d'hystérésis, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la mémoire collective que se maintient effectivement les méfaits de la dollarisation. Donc, redorer la confiance ou restaurer la confiance, c'est un exercice de moyen et de long terme. Et il faudra qu'on se mette justement à penser de la sorte. Inverser la tendance ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra des mesures qui soient étalées dans le temps, c'est-à-dire à court terme, à moyen et à long terme. Merci beaucoup. Mais votre mot de conclusion, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Je vais abonder dans le sens du professeur Soumata. L'effet d'hystérèse qu'on appelle aussi l'effet cliquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre une métaphore qu'on connaît beaucoup plus en RDC. Lorsque l'eau est renversée, je pense que pour essayer de récupérer cette eau-là, ça risque d'être très très complexe. C'est une loi qui est propre à la physique. Vous prenez une barre de fer, vous la brûlez, vous la mettez au feu, vous donnez des coups de marteau, ça se déforme. Vouloir la remettre au feu pour retrouver l'état initial, ça risque d'être un peu plus complexe. Et dans ce cas, il faudrait bien que nous puissions vraiment nous mettre sérieusement autour d'une bonne table, en réfléchissant, pour que nous puissions sur le moyen et long terme corriger tout cela. Quitte à ce que, et là je vais être assez radical, quitte à ce qu'on puisse opter, et là je suis extrémiste, je le dis comme ça dans la provocation, dans ce cas on n'a qu'à accepter la dollarisation intégrale. Au moins le problème sera résolu. Comme le Panama. Ah ben voilà, je le dis ainsi. Merci beaucoup à nos invités. Donc, merci beaucoup au professeur Guy Robert Silou. Merci aussi au professeur Claude Soumata. Ce n'est pas la première ni la dernière. Donc, nos portes sont ouvertes pour vous recevoir. Merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.